Bienvenue au podcast 100% mental. Je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute. Allons-y. Bonjour à tous, bienvenue à cette interview. Aujourd'hui, on va parler athlétisme et pour ça, on va recevoir Alia qui va nous parler athlétisme, mais pas que, parce qu'Alia a une grosse spécificité, c'est qu'elle fait ses études aux États-Unis. Donc, elle va nous parler du système américain, comment est-ce qu'on peut aller aussi faire ses études aux États-Unis en tant qu'athlète et surtout tout ce qu'elle a appris à travers le système américain pour l'aider, la permettre de performer et de battre ses records personnels. Sans plus attendre, on se lance. À tout de suite. Eh bien, bienvenue Alia, merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. à toi alors de m'accueillir. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Et pour ça, je vais te laisser te présenter et après, on continuera ensemble. Je te donne la main, vas-y. Merci. Alors, je m'appelle Alia Rifordelem, j'ai 22 ans, je suis française toulousaine, mais aussi parisienne parce que je vis sur Paris depuis plus de 15 ans. Et j'ai pris la décision de partir aux États-Unis donc depuis l'année dernière. Je suis étudiante athlète, donc j'ai en France une licence en management du sport que j'ai fait à Orsay et pour l'instant, j'ai pas encore commencé mon master, mais aux États-Unis, je vais faire un MBA. Donc j'aimerais bien apprendre un peu plus sur le business d'entreprise. Voilà. Cool. Et je suis athlète en athlétisme, Ouais, très bien. Athlétisme, quelle discipline tu fais en athlète? de 400 mètres. 400 mètres. Cool. Alors, première question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est pourquoi ce sport? Pourquoi C'est quoi tes premiers souvenirs? Qu'est-ce que tu kiffes là-dedans, dans le 400 mètres? Alors, la petite anecdote, c'est que bah, déjà petite, j'aimais pas les sports collectifs. J'habitais dans le 77, petite campagne. Et il y avait pas beaucoup de sports. Donc j'avais le choix entre rugby, je crois, foot, basket et peut-être la gym, quelque chose comme ça. Ouais. Badminton aussi. J'aimais bien le badminton, mais il manquait un truc pour moi. Et donc j'en ai fait plutôt à l'école, mais c'est tout. Et après, pour l'anecdote, l'athlétisme. C'est que je regardais, je crois que c'était les JO de 2012 ou quelque chose comme ça, Ok. 2008. Et je regardais bah, les JO à la télé. Et j'ai dit à ma mère, je veux faire ça, je veux faire ça, je vais courir. Donc ça a commencé comme ça. Trop Au bien. début, elle ne m'avait pas vraiment prise au sérieux. Et après, en fait, j'ai insisté tout l'été pour pouvoir faire de l'athlétisme. Et donc, elle m'avait dit, bah, l'année prochaine, quand tu rentreras en sixième, tu pourras faire de l'athlétisme parce qu'il fallait que j'aille dans la ville d'à côté. Il fallait que je prenne le bus. Donc, D'accord. on attendait que je sois un peu plus grande. J'ai attendu un an et puis j'ai commencé au club de Tremblay. Ok. Et qu'est-ce qui t'a plu quand tu regardais les JO à la télé? C'est quoi qui t'a marqué? C'est une athlète ou un athlète en particulier? C'est la course? L'ambiance? Vraiment pas un athlète en Ok. particulier, mais c'était ouais, l'ambiance, le stade, et puis, je sais pas, l'engouement qu'il y avait quand il y avait un record. Enfin, Ah. je sais pas, je crois que c'était du saut en longueur que je regardais à la base, hein, Hmm. mais je voulais courir. Mais ouais, l'engouement quand il y a ce saut, un silence, et puis là on voit qu'il retombe super loin, et un record. Donc je pense que c'est ça qui m'a plu, D'accord. le spectaculaire. Cool. Ah, le spectaculaire. Qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans le 400 mètres? L'entraînement, en fait, Ouais, la ok. rigueur, ça prend beaucoup de temps. Je pense comme beaucoup de disciplines en athlétisme, mais c'est toujours perfectible. Euh, que ce soit ben, sur la vitesse, la résistance, euh, même si c'est pas un 800, le 400 mètres, ça reste beaucoup plus tactique qu'on le Ok. pense.
Tout doit être réfléchi. Le premier 100 mètres, le départ, la poussée, euh, le placement sur la ligne opposée. S'il y a du vent, Ok. c'est pas la même manière de courir. Des relances, en fait, c'est toutes ces choses-là. En salle, le 400, ça devient un peu comme un 800, parce qu'il y a le rabat. Ça reste une course tactique. Les roues D'accord. 3-4 aussi, les bousculades. Ouais, c'est pas quelque chose, le côté tactique, c'est pas forcément, enfin, à mon niveau commun des mortels, hein. Je connais pas forcément la course enfin, du 400. Le côté stratégique, je l'aurais pas perçu. Ok. D'accord. Et ben écoute, on va en parler un peu plus en détail. En fonction des couloirs aussi. Donc, si on est Oui. en salle, et au couloir 2, la plus rapide au couloir 5, ça veut dire qu'il va falloir se rabattre vite, être plus rapide au premier 200 pour pas qu'elle passe devant au rabat. Parce qu'en salle, pour redépasser, c'est difficile. Donc, la course en général se joue à ce moment-là, au Ok. passage du 150 au 200. Ok. Là, on va aller dans le technique tout à l'heure. Ouais. Ouais, parfait. Cool. Mais tant mieux. Tu disais tout à l'heure donc que tu es étudiante, tu es sprinteuse, tu es aux États-Unis. Ça fait combien de temps que tu es aux États-Unis? Là, c'était ma première année. Ok. Donc, j'ai fait donc de septembre à mi-mai. Les cours, ça finit quand même assez tôt en général là-bas. Et si on reste un peu plus, c'est plus par rapport aux compétitions. Plus on a un niveau et l'université aussi a un niveau. Et puis, on doit rester pour les championnats nationaux. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait pour rentrer ou être accepté dans une université américaine? Alors, d'abord, j'ai été approchée par une agence qui s'occupe de faire partir les athlètes étrangers, en général français, plus Ok. vers les États-Unis. Euh, donc, ils m'avaient contacté pour savoir si j'étais intéressée par ce projet. Au début, je voulais pas trop. Ok. J'ai pas fini ma licence. J'ai toujours eu, enfin, ça a toujours été très important pour moi les cours. Et je me Mhm. voyais pas couper ma licence et faire quelque chose que je ne connais pas. D'accord. Ça, c'était le premier point. Et deuxième point, à ce moment-là, j'avais pas encore un niveau qui me permettait d'avoir une bourse complète en université. Donc, même si c'était 80%, Mm. 80%, enfin, sachant que l'année là-bas, en général, c'est entre 8 000 et des fois 15 17 000 euros, voire plus. Ok. Ça fait cher. Ouais. Surtout qu'il y a les billets d'avion, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, j'avais choisi d'attendre et il m'avait dit, ben, écoute, si l'année prochaine ou après, ben, tu atteins tel niveau, il fallait que je fasse au moins 56 au 400, et ben, j'avais des chances d'obtenir une bourse complète en université. Donc, une fois que j'ai fait ce chrono-là, il m'avait recontacté D'accord. pour pouvoir me faire partir. Et donc, c'est là que tout a commencé. La belle aventure. Là, Ouais. il te demande donc le côté sportif, tes chronos. Il demande aussi tes bulletins. Oui, c'est ça. Je sais que j'ai déjà vu des athlètes qui avaient un très bon niveau sportif. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses. En gros, on a l'université, donc son statut, si elle est en D1, D2, etc. Il y a plusieurs niveaux d'université. Ça, c'est en fonction de leur performance et du diplôme, mais aussi ben, les fonds, à quel point ils ont de l'argent, bah, ça Oui. influence aussi, malheureusement. Et donc, si on veut rentrer en D1, il faut et avoir un niveau sportif et un niveau scolaire. Donc, D'accord. même si on a le niveau sportif au plus Ok. haut, on ne peut pas y entrer si scolairement, on n'est pas apte à pouvoir suivre les cours. Pardon, si on n'est pas apte à pouvoir suivre les cours. D'accord. Du coup, bah, cet athlète-là a pas pu rentrer en D1. Il fallait Ok. attendre qu'il rentre d'abord dans une plus petite université euh, D'accord. pour pouvoir entrer après en D1. Donc Ok. ça, c'est la première chose. Ils étudient ben, nos bulletins. Je crois que j'ai dû donner du collège, ouais, tout le Ah collège, tout le ouais. lycée, le brevet, le bac Waouh. et bah, du coup ma licence, dernière année de licence. Ah ouais, d'accord. Donc beaucoup. Ok. Tout traduit, appréciation, tout, tout, Mm. tout, tout, Ouais, tout, il d'accord. fallait tout avoir.
Voilà. Et il manquait la sixième, j'ai dû faire, je crois, non, la cinquième, j'ai dû aller dans mon collège faire une demande pour qu'il me le réimprime. Waouh, ok. Ça passait pas. Il faut vraiment toute la scolarité. Et pourquoi les États-Unis? Qu'est-ce que ça représente pour toi, les États-Unis? Alors, honnêtement, au début, c'était pas du tout mon rêve, on va dire. Ça m'attirait pas forcément. Euh, mais bah, mon copain est vachement intéressé et s'est penché énormément sur ce sujet. Donc, lui, il connaissait déjà un peu le fonctionnement et ce que ça voulait dire. Donc, c'est plutôt lui qui m'a poussé et expliqué ce que ça pouvait m'apporter. Donc, Ok. j'ai plus pris conscience de ça en partant là-bas que avant ça. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est juste que je fais mes études, mais dans un autre pays, et qu'en termes d'organisation pour l'athlé, ben, c'est un peu plus simple pour moi. Ok. Ben, concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté d'être aux États-Unis? C'était beaucoup moins épuisant. Et pourtant, je m'entraînais plus, mais j'avais moins cette pression, on va dire, en termes d'organisation. Parce que D'accord. les entraînements étaient faits déjà en journée, ça change énormément. Parce que ben, j'ai les cours le matin, donc je me lève et je vais aller en cours de 9 heures à midi. Je mange un petit peu et puis dans l'après-midi, je m'entraîne. Et ça change parce que ben, ma journée, elle se finit plutôt à 18 heures. D'accord. Donc même on mangeait à 18 heures, 18h30 après la muscu en général, quand il y avait muscu. Et donc, par rapport à la France, ça me libérait pas mal de temps parce que je finissais en France à 21 heures, Ouais. 21h30. Que ça fait tard, le temps de rentrer, se laver, se faire à manger aussi. C'est ce qui a Ouais. changé beaucoup dans mon quotidien parce que j'étais étudiante en logement étudiant, donc je vivais seule. Et ça prend beaucoup de temps. Et puis après, il y a les devoirs. Parce que les Ouais. cours en France, en général, c'est du 8h, 17h. Mhm. Donc, ouais, ça fait beaucoup, beaucoup de changements. Et puis D'accord. après, j'ai changé aussi un peu mes habitudes. Ça veut dire que, ben, entre mon dernier entraînement, si je finis à 15h, ou mon cours qui se finit vers 15-16h, je sais que j'ai une muscu à 17h. Ben, sur cette heure-là, je m'avançais sur mes devoirs du jour. Comme ça, D'accord. ben, je sais qu'après la muscu, je pouvais manger tranquillement, j'étais tranquille. Donc voilà. Trop bien. Donc ça te permettait, tu considérais presque avoir un statut de sportif de haut niveau, comme en fait, tu faisais ça Oui, la journée et l'après-midi, enfin en fin de journée, ça te permettait peut-être de te reposer. Donc ouais, peut-être que le sommeil ou le repos était plus oui, présent, mieux. oui, c'est vrai que j'ai plus eu ce relâchement sur le deuxième semestre. Le premier était dur parce que ben, je pense qu'il y avait la barrière de la langue. Ouais. Euh, on a toujours appris l'anglais très scolaire. Du coup, c'est vrai que voir tous les cours en anglais et ben, mes premières matières n'étaient pas les plus faciles. Là, j'avais statistique, comptabilité. Ah oui, là, franchement, Déjà qu'en français c'est dur. en français, j'y arrivais pas. Alors là, c'était compliqué. Donc, ouais, le premier semestre, j'ai perdu beaucoup de temps à m'organiser et à comprendre comment j'allais fonctionner. Surtout que bah, au début de cette période, comme il faisait trop chaud, quand il fait trop chaud au Texas, je crois qu'il faisait à peu près 40 degrés, Ok. on s'entraînait le matin à 6 heures. Ouais. Donc, c'était dur. Les journées étaient longues. Ouais. La fatigue, ouais. Ouais. Tu dirais que d'un point de vue personnel, t'as gagné en maturité? Ou alors, je sais pas si c'est en maturité, mais J'ai l'impression, j'ai l'impression, moi, je me suis toujours vue comme ça, mhm. mais je pense que c'est plus de la découverte. Enfin, je me suis plus découverte que Cool. réellement avoir mûri. Je pense D'accord. que je l'étais déjà, mais j'étais pas dans un environnement qui me permettait de m'ouvrir, de m'épanouir autant. D'accord. Et la personne que tu as découverte, elle te plaît?
Oui, Ah, trop bien. beaucoup moins de pression. Ouais. Et qu'est-ce qu'on dit ton entourage quand ils t'ont revu Bah, d'ailleurs, t'es parti aux États-Unis. Ton entourage, tu l'as revu combien de temps après? Alors, pour ma famille, je les ai revus en décembre. Oh, Ok. un peu moins. Ma mère et mes frères et sœurs sont venus me voir en octobre. Ils n'ont Ah, pas ok. trop attendu. Ils sont venus, ils sont repartis pour mon anniversaire. Donc, ça va, ça s'est bien passé. Et après, ben, le reste de ma famille et mon copain, je les ai revus en décembre. Je suis rentrée Ok. 13 décembre, il me semble. Et qu'est-ce qu'ils ont dit en te voyant? Est-ce qu'ils ont vu ce changement? Le changement en décembre, non, pas tellement. D'accord. Pas tellement, mais déjà physiquement, Ah oui? physiquement, oui. Parce que c'est vrai que l'année d'avant, je m'étais un peu blessée, enfin, bien blessée même. Mhm. Je courais un peu sur ma blessure tout du long, mais j'avais pris du poids. Je mangeais pas mal. Toute la journée, tous les entraînements où je pouvais pas courir, ben, j'allais voir les autres courir à l'entraînement, Ouais. mais je mangeais des bêtises. Voilà, tous les jours, c'était ça. Je restais assis et regardais. Donc, c'est vrai que en partant, j'étais arrivée, je suis partie avec 65,5 kg Ok. et quand je suis revenue en décembre, j'étais en 60. Donc, Ah ouais. ouais. Ok. Donc, c'est plutôt ça la grosse remarque que j'ai eue. Ils ont pris peur. Ouh là là, oui, ma mère en octobre, j'avais déjà baissé, elle m'a dit, mais ma fille, il faut manger. J'ai Allez, fait non, non. paniquer. Et oui, c'était ça la plus grosse remarque. Mais là, en mai, quand je suis rentrée, c'est vrai que, bah, on me l'a dit une fois. On a la présidente d'Issy Limoulineaux, c'est l'entente Anthony Issy Limoulineaux, le club où je suis, qui m'a dit, qui a pris des nouvelles sur justement ma saison aux États-Unis. Il m'a dit, bah, tant mieux si ça se passe bien. Ça a peut-être pris aussi en maturité. Donc, Non, c'est mignon. oui. Mais j'ai dit oui, peut-être, peut-être. J'adore. Et d'un point de vue sportif, c'est comment les États-Unis? La fac université, la fac américaine? Alors, c'est très grand. Mhm. Déjà, le sport a une importance vraiment, c'est au centre. Donc, ça veut D'accord. dire qu'il y a pas mal, c'est pas mal pris en compte. Ils font attention aux sportifs de manière générale sur nos besoins, Ok. l'emploi du temps, si on doit le gérer. Euh, mais le sport n'est pas roi. Ça, Ah, c'est la nuance. Ça veut dire que si les cours, ça ne va pas, en fait, c'est vraiment student athlète. C'est les deux. ok. Si au niveau des classes, on a les cours sont sur 100, si on a en dessous de 60 sur 100 Ok. sur 2 mois d'affilée sur une matière, Ouais. on ne peut pas faire de compétition. Et ça, il l'applique à 300%. Ouais. Ok. Euh, et Bravo. puis ceux qui ont... Oui, il y a eu beaucoup d'athlètes de la team. Je crois qu'on a eu au moins 3 4 personnes Mhm. qui ont arrêté en janvier parce que ben, sur le semestre, au niveau des courses, ça ne suivait pas. Dont des athlètes aussi qui avaient des full bourses. Mais D'accord. donc c'est pas possible, ils ne pouvaient pas concourir. C'est-à-dire qu'ils sont capables de dire à un athlète hyper talentueux, non, tu ne t'entraînes plus parce que tu n'as plus les notes. Ouais. Il n'y a Waouh. plus de C'est dur ça quand compétition. même. Enfin, des fois, on peut se dire, bon allez, il est bon, il va nous Mm. ramener à un espèce de, enfin, un prestige de la fac, on peut peut-être faire une entorse. Non, non, c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, ouais, c'est ça. Tu n'as pas les notes tu fais plus de compétition et sur les heures d'entraînement, en fait, on a des heures de study hall. Donc, c'est Mhm. pour travailler, faire les devoirs. On a aussi, on peut prendre rendez-vous en ligne avec des profs pour qu'ils D'accord. viennent sur ces heures pour nous aider. Et tant que les notes n'ont pas remonté, on ne revient pas. Ah oui, donc privé d'entraînement aussi. Oui. Et puis, Ok, déjà, donc privé d'entraînement. Vas-y, en pardon. temps normal, pour les athlètes, en fonction des notes qu'on a, donc je crois Mhm. que c'est par rapport au GPA, au-dessus de 3 non, entre 2 et 3 je sais plus. Alors, Ah, faut avoir une bonne ouais, note.
En gros, oui, en fonction des notes, le GPA, c'est sur 4. Je crois que si on a plus de 3, c'est 2 heures de study hall. Si on Ok. a plus de 2, c'est 4 heures de study hall par semaine. Ouais. Ah oui. Ouais, donc les études sont quand même hyper importantes. Le sport, Mm, c'est un vecteur supplémentaire, c'est bien, mm. mais attention, c'est les études. Ok. Et d'un point de vue sportif, avec l'entraînement, alors on peut comparer, hein, États-Unis-France, mais Mm. comment est-ce qu'ils sont structurés? Comment est-ce qu'ils font? Alors, moi, la plus grosse différence que j'ai vue, déjà en termes d'entraînement, il n'y a pas vraiment de différence. D'accord. Je trouve que sur le long terme, ce qui va favoriser les athlètes, c'est l'organisation qui est Mhm. différente. Ça veut dire que ça nous permet de nous entraîner un peu plus, mais finalement, on ne s'entraîne pas plus dur. Parce D'accord. que ben, je m'entraînais 5 fois par semaine, comme en France. Le week-end, je faisais rien du tout. Oui. Mais au milieu de la semaine, bah, j'avais ce qu'on appelle des active recovery. Donc, on fait juste ben, du stretching, de Ok. la mobilité, rien de difficile. Et des fois, je peux avoir ben, ça 1 ou 2 fois par semaine. Donc, c'est plutôt l'organisation. Et en termes d'entraînement, c'est là aussi sur le long terme, c'est la vision générale sur toute l'année qui est différente. Ok. Parce que ben, les SP, les séances P sont les mêmes à peu près. Donc, on va dire qu'au début de la saison, justement, c'est ce qui m'avait fait un peu peur en- pour mon retour en France en décembre. Nous, on se prépare pour l'été. Donc, si tu perfes en hiver, tant mieux pour toi et c'est une bonne Hmm. chose. Mais la clé de l'entraînement, elle n'est pas basée sur il faut perfer et à ce moment-là en hiver et à ce moment-là en été. D'accord. Ça veut dire que toute notre prépa de septembre à janvier, c'était en basket. En Ok. basket, on n'a pas mis les pointes, on n'a pas fait de spé. La vitesse même, on la faisait en basket, la vitesse pure des 40 mètres, des 30 mètres, 60 mètres, ça restait toujours en basket. Beaucoup de pelouse, beaucoup d'escaliers, Ok. euh, beaucoup de tapis aussi. Et donc ça, c'était très différent. C'est quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire en France. Ouais. Donc, quand je suis rentrée en décembre et que ben, mon club préparait les compétitions, les départementaux avaient déjà commencé et il y avait la suite des départementaux, ils avaient mis les pointes, ils faisaient de la vitesse et moi, je me suis sentie mais, très frustrée de ne pas pouvoir courir parce D'accord. que même si je les mettais en même temps qu'eux, j'étais pas prête, j'étais pas Hmm. préparée pour. Donc, c'était un moment très dur par rapport à ça, parce que j'étais pas certaine de ce que ça allait donner. C'était la première fois, et puis psychologiquement, on se dit, non, pour préparer la compétition, pour Ouais. préparer la vitesse, c'est les pointes. Donc, ouais, c'est vrai que c'était assez compliqué de faire confiance à ma coach là-dessus à ce moment-là. D'accord. Donc j'ai quand même fait des compétitions sur les 2 semaines où j'étais en France. J'ai fait 2 jours de compétition. Donc j'ai commencé, je crois que c'était le samedi par un 400. Ouais. Malheureusement, ça s'est mal passé. Bon, pas que par rapport aux entraînements, mais j'ai vécu ce jour-là un moment difficile, la perte d'une personne. Donc Ok. émotionnellement, psychologiquement, j'étais pas prête pour. J'ai Ouais. été parce que ben, j'avais tellement voulu courir et je m'étais inscrite. Je me suis dit, bah vas-y. Et Hmm. à 2 heures de la compétition, tu peux que le faire, quoi. Mais Ouais. j'étais un peu éteinte. Bien sûr. Et le lendemain, j'avais le 60 mètres. Et donc, j'ai fait un super chrono. Surtout, c'était le seul 60 mètres que j'ai fait de la saison. Un peu étonnée. Je me suis dit, bon, on va peut-être lui faire confiance. Ah, très bien. Il faut juste être patient, c'est pas grave. Et Mhm. c'est vrai que je pense que c'est à partir de cette course que j'ai lâché prise et que je me suis dit, OK, je lui donne toutes les cartes, elle fait ce qu'elle veut. Moi, je suis là pour écouter, suivre ses entraînements, apprendre, je fais confiance. Et après, ben, la saison, petit à petit, ça s'est très très bien passé.
Pourtant, ce que je ressens dans ce que tu dis, et c'est peut-être une complexité aussi, c'est que tu t'entraînes pendant ouais, plusieurs mois, voire un an, pour être performante en été. En fait, Ouais. on voit pas, mais je fais un cercle de septembre à mai, juin. Mhm. Tu t'entraînes. Tu vois pas forcément les résultats, mais tu sais que, ou tu dois te dire, ça va être, je vais avoir des résultats à la fin. Ouais. Ok. Comment est-ce que tu fais pour avoir cette patience? Parce que c'est long. Tu t'entraînes pendant combien de temps? C'est quoi? 6 mois, 9 mois avant les grosses compétitions? Ouais, septembre, et puis pour juin, juillet, Ouais, des d'accord. fois. Ouais, donc bien 9 mois. Ouais. Là, en fait, la partie la plus dure, c'est vraiment de septembre à décembre, parce Ouais, qu'on est vraiment que dans de la prépa. Et d'accord. enfin, pour ma part, je voyais pas le bout. Je me disais, Hmm. mais oulala, mais qu'est-ce que je vaux? C'est quoi un 400? Je sais même plus comment ça se court. En fait, on Mhm. oublie complètement. Surtout que bah, les 2 premiers mois, c'était plus de la préparation générale. On s'entraînait tous ensemble, hein. Demi-fond, sauteur, sprinter, sprint long, il n'y avait pas de différence. Tout le monde a pris la même chose. Ok. Et c'était dur. C'est dur. En fait, ce qui nous aide, je pense, à partir de janvier, c'est d'avoir de temps en temps le week-end des compétitions. Et D'accord. donc, de trouver son repère petit à petit Ok. et de comprendre un peu mieux ben, où ça va aller cette saison. D'accord. Moi, avant ça, c'est dur. Et c'est quoi cette prépa où tu fais plusieurs disciplines différentes, tu fais plusieurs, comme tu disais, tu étais sur gazon, après tu étais sur tapis. Qu'est-ce que ça travaille tout ça? Alors, nous, pour la prépa, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils veulent limiter les blessures. Donc, D'accord. euh, on court beaucoup sur le gazon avant de faire de la piste pour les impacts. Ok. Euh, ou alors, bah, le tapis, c'est plus pour faire de la vitesse. Euh, on utilisait ça beaucoup pour travailler la vitesse D'accord. parce que ben, on mettait pas les pointes. Donc, c'est pour habituer le corps à aller vite d'une Ouais. certaine manière. C'était de la survitesse. On avait deux sortes de tapis. Le treadmill, donc le Ouais. tapis qui est un Plutôt peu long. incurvé, donc qui suit, on Ah, va dire, notre rythme. Et après, avec un autre coach, on faisait de la survitesse. Donc, il avait un tapis, il le mettait à tant de kilomètres heure et pendant 4 secondes, on devait suivre justement ce rythme-là, sortir. Nerveusement, c'est hyper fatigant. ouais, je bien le crois, ouais. Ouais, c'est la séance, je pense, qui me mettait le plus dans le mal. Je Ok. comprenais pas, j'ai regardé les autres, je me suis dit, mais vous allez bien là? J'avais la tête qui tournait, c'était super dur. Parce que nerveusement, ça demande un effort de concentration très, très, très dur. Ouais. Et il le mettait à combien? C'était quoi là où t'as le plus, ton record peut-être? Je crois que, je crois que c'était 32 kilomètres heure. Ok. Parce que c'était je crois que c'était pas la même unité que nous. Donc Ah oui, j'avais j'ai les miles, converti ok. une fois et je crois que c'était à peu près ça. Ah, eux, c'est en miles, pas. Ouais, Ok. ouais, je crois que c'est ça. Donc je crois D'accord. que pour les filles, le max qu'il ait mis, c'est 3 miles. Ok. 20 miles. Les autres feront la conversion. Ouais. Super. Ça me fait penser aux vidéos que tu vois sur Internet où c'est effectivement ils mettent un tapis à fond et puis t'as l'impression que tu sautes sur le tapis et tu dois Oui, prendre le eh rythme ben, c'est et ça. ressortir. C'est ça, c'est ça. Et Et- alors moi je te donne mon avis et puis tu me ouais. dis si t'étais là-dedans aussi, c'est que je me mets à ta place et je dois faire ça. Moi la première, j'ai une peur, c'est que ça va trop vite et je vais me casser la gueule. Je vais m'aplatir contre le tapis et C'était mon cas. c'est vrai? J'étais Ok. mais peureuse et bah, heureusement, bah, coach d'heure. Ouais. C'était un joueur de NFL, donc c'est vraiment Ah. un mur. Hmm. Et il nous a dit, bah, vous inquiétez pas, je suis derrière. Si vous retombez, je vous rattrape. Il a toujours rattrapé tout le monde. Parfait, ça Donc rassure. ça se passe bien là-dessus, mais c'est vrai que ça fait peur. Moi, j'avais peur au début, donc il mettait pas vite. En général, il s'adapte à la personne. Si Ouais, la personne est à l'aise, il augmente. Si c'est une personne pas très à l'aise comme moi, il augmente vraiment petit à petit au fur et à mesure des séances, parce que c'est difficile.
de, de réussir cet exercice si on a peur aussi. D'accord. Ah, ok. L'appréhension derrière. Ok. Ouais. Et en termes d'équipement, est-ce que tu avais les mêmes équipements que tu avais en club en France? Les mêmes... Euh, oui et non, parce que oui, c'est la même chose en général. Ben, c'est les pointes, un jogging de compétition pour la Ok. compétition. On a eu deux, trois t-shirts, des sweats d'entraînement aussi. Donc la différence, c'est que ça, c'était, en tout cas pour nous, c'était gratuit. Mhm. En club, ben, on s'achète notre matériel d'entraînement et on peut avoir un survêtement de club, mais ça aussi, c'est payant. Ou alors, c'est pris en compte dans la licence, mais la licence devient un Ok. peu plus chère. Donc ça, c'est la seule chose qui est différente, quoi. D'accord. On a tous eu une paire de pointes, une paire de running, un ensemble de jogging, un sac à dos. Mais il y a des choses comme ça qu'il faut rendre à la fin de l'année. Le sac Ah, à dos, le jogging, on l'a d'accord. rendu à la fin de l'année. Mais sinon, bah, les chaussures, les pointes, les t-shirts, les sweats, c'était pour D'accord. nous. Et en termes d'infrastructure, c'est-à-dire, vous avez en salle de muscu, vous avez les mêmes choses aux États-Unis qu'en France, ou tu sentais que la fac université américaine, pardon, avec peut-être un peu plus de budget? Alors, je pense à un peu plus de budget quand même. Ouais, Donc, déjà, Anthony, on a quand même une bonne salle. d'accord. Par rapport à certains clubs, je trouve que c'est une bonne salle, mais la différence déjà, c'est que c'est plus grand. Hmm. C'est beaucoup plus grand et c'est là aussi l'organisation, c'est que la salle, ben, les créneaux horaires, Ouais, on a une plus petite salle, même si elle est quand même assez grande pour nous, mais une petite salle pour les athlètes. Donc d'accord. chacun a ses horaires et donc chaque sport et plus précisément chaque groupe. Donc Ok, les demi-fondeurs ont leur horaire. Nous, sprinters, jumpers, aussi, on a les mêmes horaires parce qu'on déjà on fait les mêmes séances de mhm. muscu en termes d'explosivité, etc. Au niveau du matériel, la différence, c'est qu'ils ont quand même un petit peu de choses en plus. D'accord. Je dirais pour travailler, enfin, j'ai découvert l'élastique. Ok. L'élastique, donc on a beaucoup travaillé avec ça. Je savais qu'on pouvait faire des squats, par exemple, avec une barre déjà et des poids, c'est déjà lourd. Mais avec eux, j'ai découvert qu'on rajoutait des élastiques accrochés au sol, donc une résistance en plus. Ouais, Donc ouais, ça, j'avais jamais vu ça en France. Ça doit exister aussi, mais en club, en tout cas, je l'ai pas vu, d'accord. ce système. Ok. Et donc c'est tout ça qui t'a fait perdre combien? 4, 5 kilos? Ouais, c'est vrai que... Pas mal. Transforme en muscle. Ouais, Tu trouves que tu as j'espère. une densité musculaire plus importante à Euh, développer? Moi, j'arrive pas à voir. Ok. Je pense que j'ai un peu séché et après du haut, oui, j'ai pris, mais j'ai toujours été musclée Ok. aussi du haut. Donc ça m'a pas vraiment choquée. Mais c'est plus au niveau des trapèzes. Moi, Ouais. j'ai toujours eu cette carrure, les trapèzes très saillants parce que j'ai les épaules qui tombent. Ok. Et là, quand j'ai vu mon dos sur une photo, je me suis dit, ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe ici? J'avais pas fait attention. Donc, D'accord. on rigole toujours de ça avec ma mère, de mes muscles. Elle t'a vu transformer, elle t'a vu changer. T'es plus sa fille, c'est ça? Oui, Changer. ouais, toujours ça me fait rire. Quelles sont Donc, les, les compétences ou peut-être les qualités mentales que tu as pu développer aux États-Unis? alors, mes qualités mentales. Alors, formuler peut-être différemment. Qu'est-ce que l'entraînement américain t'a apporté en termes de, ouais, au niveau mental? Peut-être préparation, motivation. Hmm. Mais je pense que ça a développé beaucoup plus mon sang-froid, Ok, la patience et la confiance. ok, Mais après, c'est des choses, on va dire, que j'ai toujours eu en moi en fonction des situations que j'ai rencontrées dans ma vie. Mais dans cet environnement-là, j'ai vraiment, en fait, j'ai eu l'impression de m'ouvrir.
de m'ouvrir et de multiplier en fait ces choses-là. Euh, Rester calme, avoir beaucoup de patience, essayer de pas trop s'inquiéter. Aussi, je pense que c'est le fait d'être seul à l'autre Hmm. bout du monde, Ouais. pas trop se reposer sur les personnes à l'extérieur parce que Hmm. ben, déjà ils sont pas trop dans le système, donc essayer de comprendre ce qui se passe, t'aider à distance, c'est assez compliqué. Mais pour les entraînements, c'est vrai que déjà faire confiance et lâcher D'accord. prise parce que ben, c'était un système totalement différent. euh, Mhm. et c'est vrai que lâcher prise et se dire, c'est pas moi qui gère ça. Moi, je cours, ça y est, je suis ce qu'on me dit et je vais voir ce que ça va donner. C'est, ça a fait la différence. Donc c'est ça dans le côté confiance, confiance en toi, mais aussi confiance dans Oui, l'entraînement, le système, dans ça va fonctionner. c'est ça. Et ça, tu as mis du temps à l'acquérir, cette Oui, confiance. oui, 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 je pense que aussi c'est la situation qui a fait que c'était plus dur Mhm. de lâcher prise parce que on est arrivé dans un nouvel environnement en septembre. Ouais, Euh, Au cours de l'année, le coach responsable, le coach de 400 est parti ok, vers novembre-décembre. Et on a une nouvelle coach. Elle n'était pas censée me coacher sur 400, mais au final, celle qui m'a coachée, c'était plus une coach de 100, 200. ok. En fait, c'est toutes ces barrières qu'on se met Mhm. euh, qui ont fait que ça a créé beaucoup de doutes. Et au final, ben, quand on lâche prise, ça se passe bien. Non, trop Mais c'est bien. vrai que c'était plus l'environnement qui c'était assez dur à... Je pense que tout ce changement en Ouais. même temps a fait que c'était compliqué. Ouais, t'as dû prendre un raz-de-marée, un espèce de tsunami, différence de Ouais, culture, ouais, dans un autre pays donc, fuseau horaire qui n'a rien à voir, donc pour avoir la famille et les proches au téléphone, c'est un peu ça. plus difficile. Ok. Tu disais tout à l'heure que la phase de préparation était dure et tu savais pas, voilà, ça allait un peu dans tous les sens. Comment est-ce que tu as fait pour maintenir le cap et dire, allez, il faut que je continue? Alors, c'est parce que je connais quand même un peu mes qualités et mes défauts. D'accord. Pour cette phase de prépa, je vais pas rigoler. Moi, je me suis toujours appelée le petit cochon. Ok. Ça veut dire... Je m'appelais le petit cochon parce que je suis asthmatique à l'effort, donc Mhm. faire prépa, la prépa pendant 1 mois et demi, c'était on fait 3 exos, ça va être on enchaîne 50 abdos, après on fait des burpees, ensuite on fait des pompes, et après tu cours jusqu'à l'autre bout du stade, hop, tu refais une session, et ça, mais c'était à l'infini. On a fait ça tellement de fois, je pense, cette séance, et je pense qu'on a dû le faire au moins 6 fois. Je pourrais même pas te dire combien d'exos et combien de séries il y avait. Juste, j'attendais que le truc arrive et qu'on me dise, ça y est, c'est fini, Alia. Je subissais Ah. jusqu'à la fin. Je pourrais vraiment pas me rappeler combien de séries il y avait. Je pouvais plus compter. C'était vraiment un moment difficile pour moi. Et je suffoquais, j'arrivais pas à respirer. Au début de la saison, franchement, il y a très peu de enfin, de séances que j'ai finies parce que D'accord. c'était trop dur pour moi. Chaque fois, le coach il me disait, Alia, toi, t'en fais 3, c'est bon. Alia, tu peux t'arrêter. Parce que je sais que c'est pas mon fort. En début de saison, surtout, non, non, non. Je sais que je D'accord. peux avoir une marge de progression là-dessus parce que quand je reviens des vacances, après, je pense que c'était une situation particulière parce que j'avais rien fait des 2 mois d'été. Hmm. Les mois avant, bah, je courais, mais peut-être je faisais 1 ou 2 séances par semaine parce que j'étais blessée, donc ça me Ok. faisait mal. Ouais, je pense que j'ai rattrapé un peu tout ça. Et donc là, maintenant, cet été, là, tu vas aussi couper pendant 2 mois? Ouh. Là, étant donné que j'ai fini tard, oui, Ok. là, je coupe, c'est plutôt 1 mois et demi. Là, je D'accord. fais rien en août, je laisse mon corps se reposer, vraiment.
parce que Mhm. je pense que la saison va être longue l'année prochaine aussi, donc D'accord. faut préparer ça. Ok. Quelles sont les difficultés, autres difficultés ou obstacles que tu as rencontrés pendant ta première saison aux États-Unis? Euh, la blessure, Ok. la longue blessure, c'est la première fois que j'étais blessée réellement. Parce que Ok. l'année d'avant, c'était plus ben, de la causalité, donc un problème au genou, j'avais une tendinite au genou, après j'ai couru dessus, donc D'accord. je me suis blessée à la hanche en courant dessus, je me suis fait l'ischio. Donc c'était encore des choses gérables. Mais là, cette fois-ci, donc j'ai eu une fracture de fatigue au pied. Mhm. Euh, Là, quand je me suis dit, ouh là là, c'est l'os, ça va Mhm. prendre combien de temps? Ça dépend plus de chaque personne. Donc, Ouais. c'est vrai que j'ai un peu paniqué. Je me suis dit, bon, ça se trouve, ça sera 1 mois, 2 mois, D'accord. 3 mois. Et la chance que j'ai eue, entre guillemets, c'est que ça a été détecté très tard. Du coup, Ok. bah, pareil, je courais sur la douleur. Ça faisait déjà 1 mois et demi que la douleur avait commencé à apparaître. Mhm. Donc, quand j'ai fait l'IRM, j'étais déjà en phase de guérison. D'accord. Donc, ça a duré en tout, en vrai, 1 mois et demi. Même quand j'ai repris, j'avais un peu mal, mais c'était supportable. Beaucoup moins de mobilité du pied, Ok. mais, mais ça a tenu et puis ça a guéri petit à petit. Trop bien. Qu'est-ce que tu as appris sur toi pendant cette première longue blessure? Euh, je me suis beaucoup fait confiance. Ok. Euh, Déjà pour ma douleur, parce que j'ai toujours été très attentive sur mes douleurs et j'ai toujours écouté mon corps. Mhm. C'est vrai que la première chose, c'était ben, pas lâcher et dire non, il y a un problème, je sais qu'il y a un problème. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que je me suis dit sur le moment, ben, Alia, tu as raison. Tu sais ce que tu fais, D'accord. tu connais ton corps, c'est pas un caprice, Ouais. tu as mal et il y a quelque chose qui va pas. Il faut insister pour qu'il regarde D'accord. ce qui se passe. Et en même temps, euh, mentalement, je pense que je sais que une fois que je me mets dans ma bulle, j'y reste. Et je pense que je me suis protégée un peu comme ça pendant cette période parce que je trouvais. En fait, je me dis, c'est moi-même qui ai trouvé les solutions pour passer outre la douleur. Enfin, D'accord. c'est-à-dire qu'en championnat, j'avais déjà ben, très mal. J'arrivais à peine à marcher la semaine d'avant. Mhm. Donc, je m'étais dit que j'allais pas pouvoir courir. Et ce que j'ai fait, c'est mon échauffement, je courais pas. Je faisais du vélo sur le dos. Enfin, je faisais semblant de faire Ouais. du vélo pour m'échauffer. Je faisais du renforcement musculaire. Enfin, mon pied touchait le moins possible le sol. D'accord. Je faisais une seule axelle, alors que normalement, j'en fais 6. Donc là, j'en ai fait qu'une seule juste avant de courir, voire pas du tout si j'avais déjà couru avant. Et je savais que ben, avec l'adrénaline, je courais. Je sentais pas quand je courais. Bon, après, en regardant les vidéos, je boite, mais je le faisais. Et puis après, à la ligne d'arrivée, ils venaient me chercher, les kinés, ils me portaient pour m'aider à marcher. D'accord, ok. Et oui, je pense que mentalement, juste, je me disais, ben, ok, il faut le faire, on le fait, on est là. Donc, en Ouais, donc fait, c'est d'aller. C'est quoi? C'est d'aller au-delà de la douleur aussi? oui. Après, je pense que pour cette fois-ci, c'était peut-être une erreur. D'accord. Mais c'était mes premiers championnats là-bas, où je pense que moi-même, j'avais envie de le faire dans le Hmm. fond, que euh, je dis, bah, je fais que les séries parce que j'ai mal, et après, ben, ça passe en finale, je suis dernière qualifiée en finale. Je dis, bah non, mais je suis obligée d'y aller. Donc, t'y vas, pareil. Toute la journée, j'ai glacé, la nuit, j'ai glacé mon pied.
on trouve des stratagèmes pour essayer Ok. d'avoir le moins mal possible et puis on repart. Je fais la finale, ça se passe bien. Record personnel, record de l'université. Il y a le 4x4. Pareil, on repart. Au final, bah, j'ai fait 3 courses alors que je ne devais pas courir. Mais... Et après ça, ben, le diagnostic a été posé. Donc là, on a arrêté. Donc, tu as battu ton record personnel, le record de la fac, avec une fracture de fatigue au pied. Oui, Pas mal? pas mal, pas mal. Pas mal, ouais. Avec le recul, je me suis dit, ah oui, Pas mal. quand même, Alia. Bah ouais, c'est que tu as mis... enfin, de mon point de vue, hein, c'est toi qui l'as vécu, tu pourras mieux dire que moi, mais de mon point de vue, tu as mis la douleur de côté. Mm. Qu'est-ce qui a pris enfin, comment le reste a pris le dessus sur, parce que si j'ai bien compris, c'est l'excitation et l'envie de représenter la fac et de courir qui a pris le dessus. Mais comment t'as fait? Mais en fait, je pense que ce qui m'a pas l'air, enfin, ce qui m'a fait courir, c'est aussi le fait que j'avais pas de diagnostic. Je savais pas ce que D'accord. c'était, et donc on sait pas, on comprend pas la douleur, que ce soit moi ou Hmm. les personnes autour. Enfin, à chaque fois que je courais, bah, je fais des séries, et au final, j'avais fait aussi en série mon record personnel en salle, donc tout le monde me dit, mais non, t'as pas mal. C'est sûr, oui. Ouais. T'as pas mal, arrête, Aléa, c'est bon, tu vas courir. Et donc, au final, bah, je me mets aussi dans cet état Hmm. d'esprit de, mais non, c'est une douleur qui est dans ma tête, je peux pas courir si j'ai vraiment un truc. D'accord. Au final, tu cours. Ok. Eh ben, bravo, hein. Et Merci. après, à partir de là, t'as fait l'IRM Ouais. et vous avez vu qu'il y avait fracture de fatigue. Mm. Qu'est-ce que ça t'a fait d'apprendre le diagnostic, d'avoir un mot ou un Un, diagnostic sur ta douleur? un soulagement, Ouais. mais vraiment un très gros soulagement parce que ben après ça, je pense que après les championnats, il n'y avait plus de compétition, c'était la pause avant la saison estivale. Et donc, à ce moment-là, tout est retombé et je sentais bien la douleur. Donc, je me Ouais, suis dit, d'accord. ok, là, il y a un souci. Je retournais pas à l'entraînement. Même en muscu, je pouvais pas. En fait, dès que j'avais le poids qui s'accumulait sur moi, je Mhm. sentais, euh, je sentais la pression comme ça dans mon pied. Donc, je savais bien au fond de moi qu'il y avait un souci. Ok. Donc, j'avais décidé de moi-même de plus aller à l'entraînement. Et à partir de ce moment-là, le kiné, il m'a dit, bon, ben, on va t'emmener faire une IRM, parce que ma coach, elle avait insisté pour ça. Mhm. Euh, on a fait l'IRM, ils m'ont dit œdème osseux, inflammation des tendons, Mhm. sur de fatigue. La totale. La totale, et il avait bien subi. Euh, donc là, c'était un soulagement. Je me suis dit, tu vas te reposer maintenant. Tu as fait ce que tu avais à faire pour la Ouais. saison hivernale. Et, euh, et aussi, c'était une bonne chose que ce soit aussitôt, parce que j'ai pu finir ma saison hivernale, mais quand tu es blessé, que ça arrive tardivement dans la saison, ben là, ça met en danger ta saison pour les championnats. D'accord. Là, c'est de la prépa que je ratais, donc on a juste fait des choix stratégiques Mhm. avec ma coach. Donc, toute la vitesse que je devais faire, ben, je ne l'ai pas faite. Et quand je suis revenue, j'ai fait plus de la résistance pour me préparer à tenir le 400, c'était le plus important. Ok. Et, euh, et après, on a repris, essayer de faire un peu de vitesse sur la fin de saison. Mais j'ai quand même fait de bonnes choses en s'adaptant comme ça. Donc, je pense Cool. qu'on a bien géré. Bah, tant mieux. Donc le bilan est positif Le après une bilan année est à la positif. fac. Oui, très Tu aurais pu positif. battre ton record personnel en France? Ah, je vais pas faire la comparaison Mmh. France-États-Unis, mais... Honnêtement, sur 400, je pense que je l'aurais battu. D'accord. Euh, sur 200, je sais pas. Ok. Je sais pas. En fait, j'ai pas vraiment de repères là-dessus. Déjà, je pensais pas pouvoir aller aussi vite sur 200, donc j'étais assez étonnée. Surtout que j'ai fait peu, en fait. C'est ça qui m'a étonnée. Ok. Euh,
Donc, je sais pas. En fait, je pense D'accord. que je les aurais battus peut-être, mais pas autant aujourd'hui. Euh, je partais de loin aussi parce que l'année dernière, j'ai pas pu réellement courir. Hum, mais sur 400 j'ai gagné 2 secondes, Mhm. beaucoup. Et sur 200 une seconde. D'accord. Que ça fait Ouais. un gros, gros changement. C'est Ouais, un tant bon. mieux. Ouais, cool. Euh, comment tu te prépares avant une course? Alors, pourquoi je te fais le parallèle? Parce que j'ai cette image, sur ton compte Instagram, tu as les photos d'athlètes, et tu en as eu une. Alors, quand on te connaît, je trouve que la photo d'athlète est assez complètement différente. C'est que la photo d'athlète, tu es derrière les starting blocks. On sent que tu te prépares. On voit un visage, je vais pas dire fermé, mais et tu regardes devant en plus. On sent que tu es déterminé. Et on sent que tu as envie de tout casser, que tu vas tout détruire et que voilà, tu es la seule au monde et que tout ce qui est autour n'existe plus. Et si elle existe, eh ben, tu vas la détruire. Tu as le côté détermination. Et quand on te connaît, tu es quelqu'un d'hyper souriante. Donc, bon, je comprends le côté, je me mets dans un état d'esprit de conquérante ou de autre, mais qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? C'est quoi Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Alors, en vérité, c'est plus de la concentration. Ouais. Euh, j'ai besoin de ce moment avec moi-même. Ça m'arrive très rarement, mais bah, je l'ai déjà fait une ou deux fois cette saison à l'entraînement, où j'aime beaucoup m'entraîner avec les autres, etc. Mais ça m'arrive de temps en temps, bah, à l'échauffement, j'ai besoin en fait, de me mettre dans ma bulle, de Ok. me concentrer, d'analyser ce que je dois faire, ce que je vais faire, ce que je ressens. Et une fois que je l'ai fait, que j'ai mes repères, là, je peux commencer. Et cet état, je le mets aussi en compétition, tout le temps. Et en fonction de mon niveau de stress ou de l'importance que je mets dans la compétition que je vais faire, Mhm. c'est plus ou moins long. D'accord. Donc, ça peut être derrière mes blocs, comme ça peut être dès mon échauffement si j'arrive et je m'échauffe. Déjà, je m'échauffe sans musique. Je peux pas. Avant, je Ok. m'échauffais avec de la musique, mais maintenant, je peux plus parce que j'ai besoin de m'entendre, Hmm. d'écouter, de concentrer. C'est, c'est vraiment du détail, mais c'est vrai que pendant cette période, j'analyse tout. Donc, D'accord. même sur mes gammes, ça va paraître fou, mais quand je fais mes montées de genoux, je sais quel rythme j'ai Ok. en termes de vitesse. euh, et donc, j'arrive à savoir, bah, là, je suis bien. Là, il y a du rythme. Là, il n'y en a pas. D'accord. Euh, Là, c'est dur. Et en fait, j'analyse tout ça, donc je sais à peu près, en vrai, ma forme Ok. avant Très de bien. courir. Donc, je donne tout quand même. Je ne baisse pas les bras et me dire, ben, là, je sens que je suis pas en forme, je vais pas partir, je vais pas faire ceci. Je le fais, mais au moins, je sais mon état de forme sur le moment. Et c'est vrai que dans cette phase-là aussi, euh, si je rentre dans ma bulle, j'y arrive. Enfin, personne ne peut y entrer. D'accord. Donc, c'est ben, je vois pour mon coach, c'est s'il y a des choses à me dire, c'était avant à l'entraînement, mais à ce moment-là, j'entends rien, quoi. En fait, D'accord. il n'y a aucune information qui peut passer. Je pense maintenant, il me connaît, donc il sait quand on me parle, je fais oui, je fais comme ça, je dis oui, Hmm. il n'y a rien qui passe. Donc, D'accord. c'est pour qu'on me laisse tranquille, je réponds parce qu'il faut être poli, mais je sais que je suis imperméable. D'accord. Donc, Donc, imperméable à ton coach et aussi aux adversaires? oui, en fait, c'est juste, en fait, c'est pas en fonction de la personne, D'accord. c'est vraiment avec moi-même. Je Ok, sais pas, cool. c'est assez particulier. Ouais. Pourquoi je te pose la question avec les adversaires? Parce qu'il y a
Bon, après, c'est américanisé, hein, mais il y a c'est toi-même qui m'as fait découvrir la Mm, série documentaire sur Netflix, Sprint. mm, Et on voit que ils disent eux-mêmes, je ne perds pas. Ils disent qu'ils perdent face à un adversaire, alors que en sprint, tu fais la course contre entre guillemets contre toi-même. Tu dois avoir un chrono que toi tu apportes, mm, et enfin après ça te donne un classement. Mais on sent il y a le regard. On essaie de mm. regarder l'autre, de le juger, voire de le déstabiliser, et tu les vois pas uniquement juste avant la course, tu les vois avant, à l'échauffement, quand tu vas manger. C'est la même chose en compète, à ton niveau et à la fac? Je pense que oui. Alors, peut-être que je me détache vachement. Enfin, je me suis détachée vachement en cette année des compétitions avec la fac. Mhm. Mais je pense que c'est les compétitions où j'ai pas été le plus stressée. J'étais plus stressée en France D'accord. qu'aux États-Unis. Parce que déjà en termes d'organisation de compétition, enfin, c'est assez cool. Tu es avec tes camarades Mhm. d'entraînement, tu t'échauffes. Je sais pas, ça restait, on va dire, faisable pour moi. Donc Ouais, ça allait. Mais c'est vrai qu'on retrouve ce genre de comportement. Plus on monte déjà en France, mais plutôt dans les championnats de ok. France. Après, j'ai un ami aussi qui a fait les Europes et il disait ça, qu'il a un adversaire, bah, en passant, il a bousculé de l'épaule et il le regarde. Enfin, c'était vraiment Ok. Combat, un vrai particulier, combat. ouais, ouais. Vraiment une ambiance à la salle d'échauffement particulière. Et je pense que oui, ça joue énormément. D'accord. Mais en tout cas, là actuellement, je le remarque plus parce Ouais. que je me mets dans une bulle où Mhm. je veux pas le voir. De toute façon. Ouais, ok, ouais. Ouais, tu es dans ta bulle et tu vois plus rien, quoi. Ok. Ouais, mais avant, ça avait beaucoup d'importance. Je me rappelle les années précédentes, sur 400 surtout, je me disais, ouh là là, il y a un tel qui court avec moi. Ouh là là, telle personne est à l'intérieur. Ça veut dire qu'elle va me rattraper. Tu réfléchis trop en fait Mhm. t'es plus concentré sur ta course, tu es concentré sur ce que les autres vont faire sur ta course. Alors que c'est pas le but. Au Ouais, final, quand tu vas passer la ligne d'arrivée, c'est ton chrono. Donc, c'est si ça, tu n'as ouais. pas maîtrisé ce que tu fais, Ok. tu n'auras pas de chrono à la clé. Est-ce que justement, tu peux nous parler un peu plus du côté stratégique des courses que tu fais le 200 et le 400? Mhm. Est-ce qu'il y a une différence déjà en termes de... Bon, il y a une différence, la distance et le temps, forcément, mais à côté de ça, en termes de stratégie de course? Alors, sur 200, j'ai pas vraiment de stratégie de course encore. Enfin, j'ai commencé à l'apprendre cette année un petit peu. Avant, je comprenais pas du tout comment ça se courait. Je me disais, mais c'est quoi? C'est la moitié d'un 400. Il faut aller vite, mais. Enfin, avant ça, je pense, je faisais des. Plus je démarrais et plus j'accélérais. Je me dis, mais Alia, c'est pas un 400. T'es pas Mhm. censé pouvoir faire ce genre de choses. Donc, c'était assez compliqué, le 200. Et là, j'ai pu comprendre un petit peu. C'est ce mélange entre grosse poussée, vitesse, créer de la vitesse Mhm. et du relâchement. Et de D'accord. la fréquence. La fréquence, j'ai pas encore réussi à la trouver. La fréquence des jambes, c'est ça? Ouais, c'est Ok. ça. Euh, j'ai pas encore réussi à le trouver. Je pense que j'ai encore une petite marge à aller chercher sur 200. Donc, Mhm. en fait, c'est difficile quand tu fais que du 4 de courir le 200 euh, comme un, comme un 200 et pas comme une Ok. course de 4. C'est assez compliqué. Mais ouais, sur 200, je m'amuse. Donc, D'accord. déjà, l'état d'esprit que j'ai là au championnat de France Open, j'étais en train de rigoler dans la salle d'échauffement, dans la chambre d'appel, tout grand sourire. J'étais contente de courir, quoi. Parce que je sais que je vais pas souffrir de la même manière qu'un 400. Ok. Et je me mets beaucoup, beaucoup moins de pression sur la réussite d'un 200 que d'un 400. Ok. Les 400, c'est quoi la grande différence alors en termes de stratégie ou de plan de La course? grande différence, c'est le lactique, Ouais. l'acide lactique.
Je pense que la plupart des coureurs de 4, c'est l'appréhension de cette douleur. D'accord. C'est que surtout, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver. Donc, Ah ouais? en fonction de comment tu pars, de ta forme, du vent, en fait, trop D'accord. de conditions extérieures et qu'on ne peut pas forcément gérer, euh, bah, tu peux être, moi, ça m'est déjà arrivé d'être lactique aux 200, Ok. dire, oh punaise, j'ai fait la moitié là et je suis déjà morte. Tu te dis, D'accord. ouf, eh ben, quand je vais passer la ligne d'arrivée, je vais dormir hein, pendant 1 heure. Et comme j'ai déjà été lactique aux 250, comme aux Ouais. 300, ou des fois je pars pas assez, et donc j'arrive sur la ligne et je me dis, oh merde, j'ai pas assez donné. Donc c'est Ah, donc c'est un indicateur en fait de savoir est-ce que ma course a été bonne. oui, oui et non. En fait, c'est D'accord. très compliqué, ça dépend aussi du profil de l'athlète. Ok. Par exemple, moi je suis plus du profil 200, 400. Il y en a qui sont vraiment 400, limite 800. Ils peuvent Ok. faire du bon temps là-dessus. Je pense pas que si on met sur un 800, ça va bien se passer. Donc ouais, ça dépend du profil. Il y en a qui ont une très grosse résistance lactique, donc la course peut être assez constante. Ils perdent pas beaucoup de vitesse parce qu'ils savent le tenir, ils ont une bonne résistance. D'autres qui partent très vite, limite en record personnel aux 200. Et la vitesse qu'ils ont créée, ben, ça les pousse, ça les lance un peu plus loin que 200 mètres, donc 250, 300. Et après, ils finissent ben, comme ils peuvent. Hmm. Les deux peuvent faire de bons chronos, mais ça dépend juste du profil de l'athlète. D'accord. Intéressant, ok. Donc là, c'est là où il faut adapter. Mm, D'où ce que tu disais tout à l'heure, à bien se connaître. voilà. Le fonctionnement. Ok, cool. Quelles compétences tu as développées? Quelles compétences humaines tu as développées à travers l'athlétisme? Je sais pas trop, mais en vrai, mes compétences humaines, je pense que c'est bah après, c'est des choses qu'on avait déjà à l'entraînement, que ce soit en France ou aux États-Unis, mais on est très solidaire. Même si c'est un sport individuel, je Ouais. pense que c'est là où on se perd un petit peu, c'est qu'on court pas que pour nous. Au final, Hmm. il y a beaucoup de gens qui nous accompagnent là-dedans. Donc, quand on réussit comme quand on rate, il y a des personnes qui sont là pour nous et après on retravaille ensemble là-dessus. Donc quand j'ai eu mes bas, par exemple mes premiers 400 au retour de ma blessure, je pense déjà je m'étais mis beaucoup de pression, beaucoup de stress de se dire, oh là là, je vais revenir à quel niveau? Et j'ai pas couru. Bah, à ce moment-là, bah, j'avais Coach Lee justement qui était là pour m'accompagner au mieux. Et puis pousser à croire que tu peux le faire, quoi. Sur le moment, quand je suis revenue, ma première course, c'était un 200. Pardon. Je t'en prie. Quand je suis revenue, ma première course, c'était un 200 mètres. Et j'allais pas si vite que ça avant sur 200. Donc j'étais je crois, en 25-20 en extérieur, ou Mhm. 25-30. Et elle me dit noir sur blanc, Alia, tu vas faire 24 secondes zéro à la fin du mois. Et moi, je lui rayonnais comme ça. Ah, les Américains, ils aiment beaucoup nous lâcher des trucs comme ça pour nous encourager à courir, mais c'est impossible parce que ben, déjà, je suis pas sprinteuse à ce point-là. Je Mhm. reviens de blessure, j'ai pas beaucoup de confiance, donc c'est vrai que là-dessus, il t'aide à construire tout ça. Ok. Et au final, elle a pas eu tort, j'étais pas loin. J'étais pas loin du compte, j'ai fait 24 secondes 2 Waouh. en rentrant en France. Donc il faut juste écouter. C'est vrai que ce genre de relation. Je me dis, D'accord. cette personne-là, je lui faisais pas forcément confiance au début de l'année sur la prépa. Et au final, ben, aujourd'hui, euh, même à distance, elle m'a aidé sur la prépa quand j'étais en Mhm. France. Elle n'est pas obligée. La saison pour l'université était finie.
Plus, maintenant, elle fait plus partie de l'université, donc elle n'est pas obligée Ouais, de suivre ce que je fais. Donc, premièrement. Et deuxièmement, c'est une personne à qui bah, je me confie sur mes choix d'université, d'accord. sur ce que je vais faire. Donc, elle m'aide quand même dans mes décisions. Cool. Donc, niveau relationnel, je me dis, Mhm. c'est ça que ça a développé. Enfin, c'est D'accord. faire confiance, apprendre vraiment à connaître les gens. Et ça, c'est essentiel. Trop bien. C'est quoi pour toi aller au-delà de ses limites, dépasser ses limites? C'est aller au-dessus de la blessure Ouais, déjà. ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Non, mais oui, 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 c'est quelque chose qui me parle beaucoup Ouais, bah oui. parce que je suis habituée à faire ça malheureusement. Des fois, ça a du bon, hein, ça a du bon, D'accord. parce que je considère qu'aujourd'hui, ce qui m'a menée et ce qui me mène encore à aller à des endroits où je suis pas attendue, Mhm. bah, c'est ça en fait. C'est que bah, partout on me dit non, ou tu pourras pas, c'est pas possible, bah, j'y vais. Et tant pis, hein, si je me mange un mur, si j'y arrive pas, mais j'y vais. Et au moins j'aurais essayé. Et puis si j'ai pas réussi à escalader le grand mur, je prendrai le muret à côté. Ok. Mais je trouve toujours ma solution. Si on me dit non, en général, ça me donne un nouvel objectif. Donc, Trop bien. C'est quoi tes objectifs dans le futur? dans le futur, c'est ça qui est marrant, c'est que en vrai, j'ai plus des objectifs de court terme, à court terme, Ok. mais du coup, je construis petit à petit mon long terme. Parce que Ok. malgré la confiance en ce que je fais et ce que je peux faire, je pense que je suis jamais au bout de mes surprises. Donc, en fait, c'est tout nouveau. C'est pour moi, c'est à chaque fois, je me mets un petit objectif et je l'atteins et du coup, je change d'objectif et je Ok. vois pas en fait le bout du long terme. Donc, aujourd'hui, Ok. je me disais, bah, je veux courir en 54. J'avais fait en décembre, je m'étais mis des temps de passage au 200, le chrono idéal que je voulais faire sur 400. Et Mhm. j'avais mis en décembre 2023, je veux faire 54 secondes 70. Ok. Et cette saison, j'ai fait 54 secondes 69. Bravo. Exactement. Trop bien. Donc, oui, je sais pas. Et pour moi, ça me paraissait grand et impossible à atteindre. Hmm. Donc maintenant, je dois me poser un autre objectif. Et c'est vrai que c'est assez bizarre. Aujourd'hui, je me dis, ben, je vais faire 53 alors. Si j'ai déjà fait 54, Ouais. je vais faire 53. Mais j'ai du mal à me dire, je veux être pro. Voilà. Ce que D'accord. je dirais, c'est, je veux découvrir qu'est-ce que c'est d'être pro, de Hmm. s'entraîner comme un pro, voir où ça me mène, mais je sais pas si c'est possible pour moi. Donc j'ai du mal à me dire, je veux être pro, je veux être athlète. C'est assez compliqué. D'accord. Tu verras bien. Oui. Cool. Avant-dernière question, après on arrive à la fin. C'est quoi la recette pour toi, la recette de la réussite? La recette de la réussite, je pense que même si on a des doutes, il faut une très grande confiance en soi. Pas malsaine, sans... Il n'y a pas besoin de dévaloriser les autres, de vouloir les écraser. C'est très personnel et je pense que c'est quelque chose qu'il faut juste garder entre soi et soi, Ok. mais construire une confiance. Et D'accord. peut-être que aujourd'hui, je dis que c'est mon défaut de ne pas voir grand et de me donner de grands objectifs. Mais ça peut être bien aussi de se donner de petits objectifs petit à petit en interne. Et en fait, au final, ben, on se dit, ben, moi, j'ai pas monté cette grande marche, mais cette année, j'en ai monté 10. Voilà, Ah, bien. 10 Ah, ok. petites. Et je monte petit à petit. D'accord. Ça, je dirais que c'est le premier point. Et deuxième point, ce serait s'entourer. S'entourer déjà de bonnes personnes, faire un peu de tri, parce on arrive, enfin, je parle comme une grande, mais j'ai 22 ans, mais j'arrive à un âge où
où je construis mon futur, que ce soit sur le plan professionnel ou sportif. Mhm. Et il faut s'entourer de personnes qui nous poussent, qui nous tirent vers le haut. Donc, ça commence par choisir son université, choisir son coach, là où on va habiter, choisir les études qu'on veut faire. Faut pas avoir peur du changement. Donc, Ok. ceux qui sont dans une licence ou un master, même si vous l'avez commencé et que vous aimez pas, changez. On a le temps, en fait. Au final, on passe notre vie à nous dire qu'on n'a pas le temps, à être pressé, mais on a énormément de temps devant nous. On a le droit de se tromper Mhm. et de choisir ce qu'on veut faire aussi. Cool. Deuxième point. Et troisième point, ce serait... pardon, je l'ai oublié. Ça va revenir. Ouais. J'ai pensé en disant le deuxième, mais T'avais dit confiance tout à l'heure, ouais, s'entourer, confiance en soi, s'entourer, et je sais plus. mais c'est pas grave. Ouais. Et voilà. Elle gère très bien cette recette. Ouais. Merci. Toute dernière chose, si tu pouvais envoyer un message à toi, à n'importe quel âge, 2 ans, 3 ans, ou le jour où t'as regardé ce JO, alors, je veux faire ça, qu'est-ce que tu auras envie de te dire? Quel message tu auras envie de t'envoyer? Donne-toi à 100%. 100% parce que dans le sport aujourd'hui, je dirais que c'est la chose où je me suis donnée à 100%. Euh, mais dans d'autres domaines, en tout cas à l'école, par exemple, j'ai mis beaucoup plus de temps à comprendre l'importance que ça avait. Donc je dirais, va au bout à chaque fois. Va au bout de tes idées, de tes envies, de tes choix, et tout se passera bien. Trop bien. Merci beaucoup, Alia. Merci à toi. Merci de ta disponibilité, c'était canon. J'espère que ça va plaire aux autres. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Passé, j'ai même pas compté le temps. Je crois qu'on est quasi 1 heure, ouais, un peu plus d'une heure, même beaucoup plus d'une heure. Un Ouais. grand, grand merci à toi pour cet échange, ce partage. J'ai passé un Ok, très, très bah, bon moment avec toi. moi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais conclure cette interview, cette dernière interview avant les vacances. Alia, un grand, grand, grand merci pour ta disponibilité, pour tout ce que tu nous as échangé, transmis. Je suis sûr et convaincu que ça va aider énormément de personnes. Donc un énorme, énorme merci à toi. Passe de bonnes vacances et à tout le monde également. À très bientôt et on se voit à la rentrée. Ciao, ciao. Si vous souhaitez aller un peu plus loin et découvrir mon monde, qui je suis, ce que je fais, pourquoi je le fais et comment je le fais, vous pouvez aller sur ma page Instagram qui est en description, en lien. Vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn et également sur mon site internet et sur le podcast. N'hésitez pas à consulter et si vous avez surtout la moindre question, n'hésitez pas à me contacter directement et je me ferai un énorme plaisir de vous répondre. À bientôt, ciao ciao.